Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur d'un événement qui a secoué les fondations même de la France-Afrique. Le 6 octobre 2025, un petit pays enclavé du Sahel a réalisé l'impensable en prenant le contrôle d'une institution que Paris croyait posséder pour l'éternité. Ibrahim Traoré et le Burkina Faso viennent de déclarer une guerre sans précédent pour leur liberté financière, une bataille qui pourrait changer le visage de toute l'Afrique. Si vous voulez comprendre comment ce pays ose défier une puissance mondiale et pourquoi cette révolution silencieuse terrifie l'Occident, restez avec nous jusqu'à la fin. N'oubliez pas de laisser un like si vous soutenez la souveraineté africaine et de vous abonner pour ne manquer aucune de nos analyses sur la véritable décolonisation économique du continent. C'est parti! Le matin du 6 octobre 2025 restera gravé dans les mémoires comme le jour où l'impensable s'est produit dans les couloirs feutrés du pouvoir financier africain. À Ouagadougou, capitale d'un pays que beaucoup considéraient encore comme une périphérie oubliée du continent, un homme s'avançait pour prêter serment avec la solennité d'un moment historique. Le docteur Aboubakar Nakanabo, économiste burkinabé formé dans les universités du pays, venait d'être élu président du Conseil des ministres de l'Union monétaire ouest-africaine. Ce geste administratif en apparence banal cachait en réalité un bouleversement géopolitique d'une ampleur considérable. Pour la première fois depuis la création de cette institution en 1994, un pays du Sahel dirigé par un jeune capitaine révolutionnaire prenait les rênes d'un organe que Paris avait toujours considéré comme son domaine exclusif, son jardin secret où se décidaient les politiques monétaires de 8 nations africaines. Dans les salons dorés de l'Élysée, la nouvelle est tombée comme un coup de tonnerre dans un ciel d'été. Les conseillers du président Emmanuel Macron se regardaient, incrédules, cherchant à comprendre comment cette situation avait pu leur échapper. La France, qui depuis 80 ans contrôlait minutieusement chaque aspect du franc CFA, cette monnaie coloniale devenue post-coloniale mais jamais vraiment décolonisée, venait de perdre son emprise directe sur l'institution censée garantir sa mainmise financière. Les téléphones sonnaient sans interruption entre le ministère des Affaires étrangères et le Quai d'Orsay, les diplomates français tentant désespérément de comprendre les implications de cette défaite diplomatique majeure. Comment un pays aussi petit, aussi enclavé, aussi pauvre selon leurs critères économiques, avait-il pu déjouer tous leurs plans et s'emparer de cette position stratégique cruciale pour l'influence française en Afrique de l'Ouest? Derrière cette nomination se cachait la main ferme et déterminée du capitaine Ibrahim Traoré, cet homme de 35 ans qui depuis son arrivée au pouvoir en septembre 2022 n'avait cessé de défier les conventions établies depuis les indépendances factices des années 60. Formé à l'académie militaire de Ouagadougou, Traoré incarnait une nouvelle génération de leaders africains qui refusaient catégoriquement de courber l'échine devant les anciennes puissances coloniales. Son parcours était celui d'un homme du peuple, né dans une famille modeste, ayant grandi en voyant son pays saigner de ses ressources naturelles sans que la population n'en tire le moindre bénéfice tangible. Les mines d'or exploitées par des multinationales étrangères, l'uranium vendu à des prix dérisoires, le coton exporté brut pour revenir transformé et hors de prix, toutes ces injustices économiques avaient forgé sa détermination à briser les chaînes invisibles mais bien réelles de la domination néocoloniale. La stratégie déployée par Traoré pour parvenir à cette victoire diplomatique relevait du génie tactique et de la patience stratégique. Pendant 3 mois, entre juillet et octobre 2025, alors que la presse occidentale le présentait comme un dictateur militaire imprévisible, il tissait méthodiquement sa toile diplomatique à travers le Sahel et au-delà. L'Alliance des États du Sahel, cette coalition formée avec le Mali et le Niger, 2 autres pays ayant rompu avec la tutelle française, devenait son bras armé diplomatique pour reconquérir la souveraineté monétaire perdue depuis des décennies. Des économistes africains de renom furent mobilisés pour produire des rapports détaillés démontrant que l'exclusion du Burkina Faso de la présidence tournante de l'UMOA constituait une violation flagrante des statuts fondateurs de l'Union monétaire. Ces documents, diffusés stratégiquement auprès des autres États membres, créaient une pression juridique et morale impossible à ignorer sans risquer l'implosion complète de l'institution. La résistance initiale était venue d'Alassane Ouattara, président de la Côte d'Ivoire et fidèle serviteur des intérêts français en Afrique de l'Ouest depuis des décennies. Lors du sommet de juillet 2025, Ouattara avait catégoriquement refusé que le tour du Burkina Faso arrive, invoquant des considérations diplomatiques qui cachaient mal sa véritable motivation. La peur viscérale de voir Ibrahim Traoré utiliser cette position pour démanteler le système du franc CFA de l'intérieur. Les délégations du Mali, du Niger et du Burkina Faso avaient alors quitté la salle de réunion dans un geste théâtral mais calculé, sachant parfaitement que leur absence paralyserait toute décision importante de l'Union monétaire. Dans les rues de Ouagadougou, de Bamako et de Niamey, des milliers de jeunes manifestaient leur soutien à cette position de fermeté, brandissant des pancartes proclamant que l'Afrique n'était plus à vendre et que les marionnettes de la France ne dicteraient plus jamais leur avenir économique. Le retournement de situation survenu en octobre tenait du miracle diplomatique pour les uns, de la capitulation honteuse pour les autres. Les pressions exercées par l'Alliance des États du Sahel, combinées au soutien discret mais réel de certains pays africains fatigués de la domination française, avaient fini par créer une majorité favorable au Burkina Faso au sein du Conseil des ministres de l'UMOA.
Le Sénégal, traditionnellement proche de Paris, s'était abstenu, signe d'un changement d'époque où même les alliés les plus fidèles de la France commençaient à douter de la viabilité à long terme du système monétaire colonial. Le Bénin, sous pression de sa jeunesse de plus en plus panafricaniste, avait voté en faveur du Burkina Faso, provoquant la stupéfaction des diplomates français qui croyaient pouvoir compter sur ce pays. Seule la Côte d'Ivoire d'Ouattara s'était opposée jusqu'au bout, mais son veto solitaire ne suffisait plus à bloquer la machine historique qui se mettait en marche. Le jour de l'investiture du docteur Nakanabo fut un jour de fête nationale non déclaré au Burkina Faso. Dans les quartiers populaires de Ouagadougou, les klaxons résonnaient jusqu'à tard dans la nuit. Les familles allumaient des bougies devant les photographies de Thomas Sankara, ce héros national assassiné en 1987 pour avoir osé défier l'ordre néocolonial établi. Les anciens racontaient aux jeunes que le flambeau de la révolution interrompue, il y avait 38 ans, venait enfin d'être rallumé par une nouvelle génération déterminée à achever ce que Sankara avait commencé. Les larmes coulaient sur les joues des mères qui avaient vécu toute leur vie dans la pauvreté malgré les richesses immenses du sous-sol burkinabé. Ces femmes comprenaient instinctivement que quelque chose de fondamental venait de changer dans le rapport de force entre leur pays et les puissances qui l'avaient maintenu sous domination pendant des décennies. Dans son discours d'investiture prononcé devant les caméras du monde entier, le docteur Nakanabo avait choisi ses mots avec un soin méticuleux, sachant que chaque phrase serait analysée et disséquée dans les chancelleries occidentales. Il avait déclaré d'une voix ferme mais dénuée d'agressivité que l'Union monétaire ouest-africaine devait désormais servir les peuples de la région et non plus les intérêts des puissances étrangères qui avaient conçu ce système pour perpétuer leur domination économique. Cette phrase apparemment anodine constituait en réalité une déclaration de guerre contre le statu quo établi depuis 1945, année de création du franc des colonies françaises d'Afrique qui était devenu le franc de la communauté financière africaine sans jamais cesser d'être un instrument de contrôle et d'exploitation. Le message était clair pour quiconque voulait l'entendre. Une nouvelle ère commençait où les Africains décideraient eux-mêmes de la valeur de leur travail, de l'usage de leurs réserves monétaires et de l'orientation de leur politique économique. La symbolique de cette victoire dépassait largement le cadre institutionnel et bureaucratique d'une simple nomination à un poste administratif. C'était la preuve tangible qu'un petit pays sans accès à la mer, classé parmi les plus pauvres du monde selon les critères du Programme des Nations Unies pour le développement, pouvait défier et vaincre une ancienne puissance coloniale qui contrôlait son économie depuis 80 ans. Cette victoire envoyait un message puissant à tous les peuples africains encore sous le joug de systèmes néocoloniaux. La libération est possible, la souveraineté n'est pas un rêve inaccessible, mais un objectif atteignable si l'on a le courage de se battre pour elle. Dans les universités africaines, de Dakar à Johannesburg, des étudiants organisaient déjà des débats sur les implications de cet événement historique, se demandant si le Burkina Faso venait d'ouvrir la voie à une véritable décolonisation économique du continent ou si les forces de l'ancien ordre parviendraient à étouffer cette tentative de libération comme elles l'avaient fait tant de fois par le passé. Les chiffres économiques qui sous-tendaient cette révolution monétaire étaient aussi éloquents qu'accablants pour le système du franc CFA. Depuis 1994, l'UMOA partageait une monnaie commune indexée à l'euro avec un taux de change fixe de 655,957 francs CFA pour 1 euro, un taux établi unilatéralement par la France sans véritable consultation des pays africains concernés. Sur le papier, cette stabilité monétaire semblait être un atout majeur avec un taux d'inflation contrôlé autour de 2% et une croissance économique moyenne de 3 à 5% selon les années. Mais cette apparente prospérité cachait une réalité beaucoup plus sombre et oppressive pour les populations concernées. 50% des réserves de change de ces pays, soit plus de 500 milliards de dollars accumulés grâce aux exportations de ressources naturelles et au transfert de la diaspora, dormaient dans les coffres du Trésor français à Paris, générant des intérêts dont les pays africains ne voyaient jamais la couleur. Ces sommes colossales qui auraient pu financer la construction d'hôpitaux, d'écoles, de routes et d'infrastructures industrielles restaient bloquées en France, servant de fait à financer l'économie française tout en privant les économies africaines des capitaux nécessaires à leur développement autonome et à leur industrialisation. La vérité sur le franc CFA, longtemps occultée par les discours technocratiques et les justifications économiques alambiquées, commençait enfin à émerger dans le débat public africain grâce aux efforts de sensibilisation menés par la nouvelle génération de leaders comme Ibrahim Traoré. Cette monnaie présentée pendant des décennies comme un outil de stabilité et de prospérité pour les pays africains, qui l'utilisaient se révélait être en réalité un instrument de domination et d'exploitation d'une sophistication redoutable. Créée en 1945 sous le nom explicite de franc des colonies françaises d'Afrique, elle avait certes changé d'appellation pour devenir le franc de la communauté financière africaine après les indépendances nominales des années 60, mais son essence profonde et ses mécanismes de contrôle étaient restés strictement identiques. Chaque billet de franc CFA était toujours imprimé à Chamalières en France par la Banque de France, symbolisant de manière concrète et visible la perte de souveraineté monétaire des pays utilisateurs qui ne pouvaient même pas produire physiquement leur propre monnaie sur leur propre territoire. Les mécanismes de fonctionnement du franc CFA révélaient une architecture de domination économique d'une efficacité redoutable qui aurait fait pâlir d'envie les concepteurs des systèmes coloniaux classiques du XIXe siècle. Le principe du compte d'opération obligeait les banques centrales africaines à déposer 50% de leurs réserves de change auprès du Trésor français,
un arrangement unique au monde qui ne s'appliquait à aucun autre pays ayant sa propre monnaie ou zone monétaire. Cette obligation créait une situation absurde où des pays africains, parmi les plus pauvres de la planète, finançaient de fait l'économie française en lui prêtant gratuitement ou presque des centaines de milliards de dollars qui auraient pu servir à développer leurs propres économies. La France se servait de ses réserves pour financer ses propres déficits budgétaires et ses investissements, générant des bénéfices estimés à plusieurs milliards d'euros par an sans aucune contrepartie réelle pour les pays africains dépositaires de ces fonds qui leur appartenaient légitimement. L'arrimage du franc CFA à l'euro à un taux fixe créait une autre forme de dépendance économique aux conséquences dévastatrices pour les économies africaines. Les pays de la zone franc ne pouvaient ni dévaluer leur monnaie pour rendre leurs exportations plus compétitives sur les marchés internationaux, ni la réévaluer pour limiter l'inflation importée causée par la hausse des prix internationaux des produits alimentaires et énergétiques. Cette rigidité monétaire signifiait que les économies africaines devaient constamment s'ajuster aux chocs externes par la compression des salaires, la réduction des dépenses publiques et l'augmentation du chômage, puisque la variable monétaire leur était totalement interdite comme instrument de politique économique. Quand l'euro s'appréciait face au dollar ou aux autres monnaies internationales, le franc CFA s'appréciait mécaniquement aussi, rendant les exportations africaines de coton, de cacao ou de café moins compétitives face à la concurrence d'autres pays en développement qui pouvaient ajuster leur taux de change, créant ainsi un handicap structurel permanent pour les économies de la zone franc. Les conséquences humaines et sociales de ce système monétaire néocolonial étaient absolument catastrophiques pour les populations africaines qui le subissaient au quotidien. 9 des 14 pays utilisant le franc CFA figuraient parmi les pays les plus pauvres du monde selon l'indice de développement humain établi chaque année par le Programme des Nations Unies pour le développement. Le Niger occupait la 189e place sur 191 pays classés, le Burkina Faso la 184e et le Mali la 186e, des positions honteuses pour des nations possédant pourtant des richesses naturelles considérables en or, uranium, pétrole, gaz naturel et terres arables. Ce paradoxe cruel de pays riches en ressources mais pauvres en développement humain démontrait de manière éclatante que le problème n'était pas l'absence de richesse, mais leur captation et leur utilisation au profit d'intérêts extérieurs plutôt qu'au bénéfice des populations locales qui auraient dû en être les bénéficiaires naturels et légitimes. Dans les villages du Sahel, cette réalité macroéconomique abstraite se traduisait par des drames humains quotidiens d'une violence insoutenable. Des enfants apprenaient à lire à la lueur vacillante de lampes à pétrole faute d'électrification des zones rurales. Des femmes accouchaient dans des conditions d'hygiène déplorables faute de centres de santé équipés. Des jeunes diplômés s'entassaient dans des pirogues de fortune pour traverser la Méditerranée vers l'Europe, non pas par désir d'aventure, mais par nécessité vitale de survie économique. Les hôpitaux manquaient des médicaments les plus basiques pour traiter le paludisme ou les infections respiratoires, tandis que des milliards de dollars des réserves africaines dormaient dans les coffres parisiens, générant des intérêts qui servaient à financer le système de santé français ou les retraites des fonctionnaires hexagonaux. Cette injustice criante alimentait un ressentiment croissant au sein des populations africaines qui comprenaient de mieux en mieux grâce aux réseaux sociaux et à l'éducation que leur pauvreté n'était pas une fatalité naturelle, mais le résultat d'un système économique délibérément conçu pour les maintenir dans la dépendance et la subordination. Les entreprises françaises étaient les grandes bénéficiaires de ce système monétaire qui leur garantissait un accès privilégié et sécurisé aux marchés et aux ressources des pays africains de la zone franc. Le groupe Bolloré contrôlait les ports et la logistique dans plusieurs pays de la zone. Total Energy exploitait le pétrole et le gaz. Areva devenu Orano extrayait l'uranium nigérien indispensable au fonctionnement du parc nucléaire français. Orange dominait le secteur des télécommunications et des dizaines d'autres grandes entreprises françaises bénéficiaient de conditions d'exploitation avantageuses garanties par la stabilité monétaire du franc CFA. Ces compagnies rapatriaient chaque année des milliards d'euros de profits vers la France sans réinvestir significativement dans les économies locales, perpétuant ainsi un modèle d'extraction des richesses qui ne différait guère de celui de l'époque coloniale classique si ce n'est par les méthodes formellement plus sophistiquées et moins ouvertement violentes. La garantie de convertibilité illimitée du franc CFA offerte par le Trésor français permettait à ces entreprises de transférer leurs profits sans aucune restriction ni contrainte, contrairement aux entreprises opérant dans d'autres pays africains qui devaient composer avec des contrôles de change et des limitations sur les transferts de capitaux. La prise de conscience progressive des populations africaines face à cette situation d'exploitation systématique avait commencé à s'accélérer dans les années 2010 grâce à l'émergence d'une nouvelle génération d'intellectuels et d'activistes panafricanistes utilisant les réseaux sociaux pour diffuser une information alternative. Des économistes comme Kako Nubukpo ou Ndongo Sambasila publiaient des ouvrages détaillés démontrant les mécanismes d'exploitation du franc CFA et proposant des alternatives crédibles pour une véritable souveraineté monétaire africaine. Des rappeurs et des artistes populaires comme Kemi Seba mettaient en scène dans leurs clips et leurs concerts des billets de francs CFA brûlés symboliquement pour dénoncer cette monnaie coloniale qui maintenait l'Afrique dans les chaînes. Des manifestations de rue rassemblant des milliers de jeunes éclataient régulièrement à Dakar, Bamako, Niamey ou Ouagadougou, portant des slogans comme « Abat le franc CFA », l'Afrique n'est plus à vendre ou nos ressources pour nos enfants, créant une pression populaire croissante sur les dirigeants africains pour qu'ils remettent en question ce système hérité de la colonisation. C'est dans ce contexte de contestation grandissante que l'élection d'Aboubacar Nakanabo à la tête du Conseil des ministres de l'UMOA prenait toute sa signification révolutionnaire.
Pour la première fois, les opposants au système du franc CFA n'étaient plus de simples manifestants dans la rue ou des intellectuels critiques sans pouvoir réel, mais des responsables officiels occupant les plus hautes fonctions au sein même des institutions monétaires qu'ils contestaient. Cette entrée dans le sein des seins du système monétaire néocolonial leur donnait accès à des informations confidentielles sur les mécanismes réels de fonctionnement du franc CFA, leur permettait d'influencer les décisions stratégiques de la Banque centrale et leur offrait une légitimité institutionnelle pour proposer des réformes radicales. Les défenseurs français du statu quo comprenaient parfaitement le danger mortel que représentait cette situation. Le système ne pouvait survivre que tant qu'il était géré par des technociens dociles acceptant les règles établies. Il risquait l'implosion si des responsables déterminés à le transformer de l'intérieur accédaient au levier de commande. Les statistiques économiques compilées par les organisations internationales confirmaient année après année l'échec du modèle de développement imposé par le franc CFA aux pays africains qui l'utilisaient. Malgré 65 ans d'indépendance formelle, les pays de la zone franc affichaient des taux de pauvreté supérieurs à 50% de leur population, des taux d'analphabétisme dépassant 40% chez les adultes et une espérance de vie moyenne inférieure de 15 ans à celle des pays émergents d'Asie ou d'Amérique latine ayant accédé à l'indépendance à la même époque. Le PIB par habitant du Burkina Faso plafonnait autour de 800 $ par an quand celui de la Corée du Sud, pays également pauvre dans les années 60, dépassait 30 000 $, une différence de 40 fois qui ne pouvait s'expliquer uniquement par des facteurs géographiques ou culturels, mais qui résultait largement des choix de politique économique imposés ou acceptés par les élites dirigeantes. Le Vietnam, ravagé par 30 ans de guerre et soumis à un embargo occidental jusqu'aux années 90, avait réussi à réduire son taux de pauvreté de 70% à moins de 5% en 3 décennies en contrôlant sa monnaie et en orientant stratégiquement ses investissements, démontrant qu'une autre voie de développement était possible quand un pays retrouvait sa souveraineté économique. La question monétaire était donc devenue la question centrale, le nœud gordien qu'il fallait trancher pour permettre un véritable développement économique indépendant des pays africains de la zone franc. Tant que ces pays continueraient à utiliser une monnaie qu'ils ne contrôlaient pas, imprimée à l'étranger selon des règles édictées ailleurs, avec des réserves de change bloquées dans les coffres d'une puissance étrangère, ils resteraient condamnés au sous-développement et à la dépendance perpétuelle. La reconquête de la souveraineté monétaire devenait ainsi le préalable indispensable à toute stratégie crédible d'industrialisation, de création d'emplois décents et de réduction durable de la pauvreté. Ibrahim Traoré et son équipe l'avaient parfaitement compris. C'est pourquoi ils avaient fait de la question monétaire la priorité absolue de leur action révolutionnaire, sachant que tous les autres combats pour la souveraineté alimentaire, énergétique ou industrielle resterait Vincent la maîtrise de l'outil monétaire qui conditionnait la capacité d'un État à mobiliser l'épargne nationale, à financer les investissements productifs et à défendre les intérêts économiques de sa population face aux pressions des marchés internationaux et des puissances étrangères. Face au refus français d'accepter une véritable souveraineté monétaire des pays africains et face aux résistances des élites africaines francophiles bénéficiant du système actuel, Ibrahim Traoré avait compris qu'une stratégie isolée du seul Burkina Faso serait vouée à l'échec et à l'écrasement. C'est pourquoi il avait méthodiquement construit l'alliance des États du Sahel avec le Mali et le Niger, deux pays ayant également rompu avec la tutelle française et chassé les troupes militaires françaises de leur territoire national. Cette alliance formalisée en septembre 2023 ne se limitait pas à une coopération sécuritaire contre les groupes djihadistes qui terrorisaient la région, elle constituait surtout une coalition politique et économique visant à créer un pôle de souveraineté réel au cœur du Sahel africain. Les trois pays totalisaient une population de près de 50 millions d'habitants, un territoire plus vaste que l'Europe occidentale et des ressources naturelles considérables en or, uranium, pétrole, gaz naturel, phosphate et terres cultivables qui pouvaient constituer la base matérielle d'un développement économique autonome si ces richesses étaient enfin mises au service des populations locales plutôt qu'exportées brutes vers les anciennes métropoles coloniales. La première mesure concrète de l'Alliance des États du Sahel dans le domaine monétaire et financier fut l'annonce de la création d'une banque régionale indépendante dont le siège serait établi à Niamey, capitale du Niger. Cette institution financière échapperait totalement au contrôle de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest basée à Dakar et dirigée traditionnellement par des personnalités proches des intérêts français. La nouvelle banque aurait pour mission de mobiliser l'épargne locale des trois pays, de financer les projets d'investissement stratégiques dans les infrastructures et l'industrie, et de faciliter les échanges commerciaux intrarégionaux en créant des mécanismes de paiement qui ne dépendraient plus du système bancaire international dominé par les institutions occidentales. Les statuts de cette banque prévoyaient explicitement qu'elle ne serait soumise à aucune conditionnalité imposée par le Fonds monétaire international ou la Banque mondiale, marquant ainsi une rupture totale avec les décennies de programmes d'ajustement structurel qui avaient dévasté les économies et les sociétés africaines depuis les années 80. Le deuxième pilier de la stratégie de l'Alliance des États du Sahel concernait le rapatriement progressif des réserves de change détenues par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest auprès du Trésor français. Cette opération délicate nécessitait une planification minutieuse pour éviter une crise de liquidité ou une fuite massive de capitaux qui aurait pu déstabiliser les économies des trois pays et fournir aux opposants à la réforme l'argument que l'abandon du franc CFA conduisait au chaos économique.
Les techniciens économiques de l'Alliance avaient élaboré un calendrier de retrait étalé sur 18 mois qui permettrait de sécuriser progressivement les réserves monétaires dans des coffres situés sur le territoire national tout en diversifiant les placements entre différentes devises et actifs pour réduire la dépendance exclusive à l'euro. Une partie significative des réserves rapatriées serait convertie en or physique stocké dans des chambres fortes construites spécialement à cet effet à Bamako, Niamey et Ouagadougou, le métal précieux constituant une réserve de valeur indépendante des manipulations des banques centrales occidentales et une garantie tangible de la souveraineté monétaire reconquise. Le projet le plus ambitieux et le plus symbolique de l'Alliance des États du Sahel restait cependant la création d'une nouvelle monnaie commune qui remplacerait progressivement le franc CFA dans les 3 pays fondateurs et serait ouverte à l'adhésion d'autres nations africaines souhaitant rejoindre cette aventure de souveraineté monétaire. Cette monnaie baptisée provisoirement Sahel en référence à la région géographique où Sira dans certaines versions en langue locale ne serait pas arrimée à l'euro ou au dollar mais à un panier de matières premières produites localement, notamment l'or, l'uranium, le coton et le bétail qui constituaient les principales richesses d'exportation de la région. Cette innovation monétaire s'inspirait des propositions théoriques de l'économiste britannique John Maynard Keynes, qui avait suggéré lors de la conférence de Bretton Woods en 1944 la création d'une monnaie internationale adossée aux matières premières plutôt qu'au seul or ou à une devise nationale dominante. L'avantage d'une telle monnaie matière première était double. Elle garantissait la stabilité de la nouvelle devise en l'ancrant dans des actifs réels et tangibles plutôt que dans la confiance envers une banque centrale, et elle permettait aux pays producteurs de matières premières de capter une partie de la valeur ajoutée générée par l'utilisation de ces ressources dans les échanges internationaux. Les experts monétaires de l'Alliance des États du Sahel avaient calculé qu'une monnaie adossée aux ressources naturelles de la région disposerait d'une base matérielle solide pour asseoir sa crédibilité sur les marchés internationaux. Le Sahel produisait annuellement plus de 200 tonnes d'or, représentant environ 4% de la production mondiale et une valeur marchande dépassant 12 milliards de dollars au cours actuel du métal précieux. L'uranium nigérien alimentait un tiers du parc nucléaire français et représentait un levier géopolitique considérable dans un contexte de transition énergétique où l'énergie nucléaire redevenait une option stratégique pour de nombreux pays occidentaux. Le coton sahélien était reconnu pour sa qualité supérieure et constituait une ressource renouvelable susceptible de soutenir durablement une partie de la valeur de la nouvelle monnaie. En combinant ces différents actifs dans un panier servant de référence pour la nouvelle devise, l'Alliance créait un étalon monétaire beaucoup plus stable et légitime que le simple rattachement à une devise occidentale dont la valeur fluctuait au gré des politiques monétaires des banques centrales européennes ou américaines sans aucune considération pour les intérêts des économies africaines. La dimension politique et symbolique de cette nouvelle monnaie dépassait largement les aspects purement techniques de son fonctionnement économique. Il s'agissait avant tout d'un acte de souveraineté, d'une déclaration d'indépendance économique qui affirmait le droit des peuples du Sahel à décider eux-mêmes de la valeur de leur travail et de l'utilisation de leurs richesses naturelles sans avoir à demander la permission à une ancienne puissance coloniale située à des milliers de kilomètres de leur réalité quotidienne. Cette affirmation de souveraineté monétaire résonnait profondément dans l'imaginaire collectif des populations sahéliennes qui avaient grandi avec le sentiment d'impuissance face à des décisions économiques prises ailleurs et imposées localement par des institutions qu'elles ne contrôlaient pas. Le simple fait de voir imprimer sur les nouveaux billets de banque des figures historiques africaines comme Thomas Sankara, Patrice Lumumba ou Kwame Nkrumah plutôt que les symboles coloniaux qui ornaient encore les billets de francs CFA constituait une révolution psychologique et culturelle d'une portée considérable pour des populations qui avaient intériorisé pendant des décennies le sentiment d'être des citoyens de seconde zone dans leur propre pays. Les réactions internationales à ce projet de nouvelle monnaie sahélienne furent prévisiblement contrastées selon les intérêts géopolitiques et économiques des différents acteurs concernés. La France dénonça immédiatement cette initiative comme une aventure irresponsable qui conduirait inévitablement à l'hyperinflation, à l'effondrement économique et au chaos social dans les 3 pays concernés. Les médias français multiplièrent les reportages alarmistes montrant des images d'archives de crise monétaire passées en Amérique latine ou en Afrique pour suggérer que le Sahel s'engageait sur la même voie catastrophique. Les économistes orthodoxes expliquèrent doctement sur les plateaux de télévision que l'arrimage à l'euro constituait la seule garantie de stabilité monétaire pour des économies africaines jugées trop faibles et trop peu disciplinées pour gérer de manière autonome leur politique monétaire. Ces arguments reprenaient presque mot pour mot ceux qui avaient été utilisés contre Thomas Sankara 40 ans plus tôt quand il avait tenté de réduire la dépendance du Burkina Faso envers les institutions financières internationales, démontrant que les défenseurs du statu quo néocolonial n'avaient guère renouvelé leur arsenal argumentaire depuis plusieurs décennies. À l'inverse, de nombreux économistes progressistes et institutions académiques africaines saluèrent le courage et la lucidité de l'Alliance des États du Sahel dans sa volonté de reprendre le contrôle de son destin monétaire. Des universitaires comme l'économiste sénégalais Felwine Sarr ou le camerounais Achille Mbambe publièrent des tribunes soulignant que la souveraineté monétaire constituait un préalable indispensable à tout projet sérieux de développement endogène et d'émancipation économique du continent africain. Des exemples historiques de transition monétaire réussie furent abondamment cités pour contrer la propagande catastrophiste diffusée par les médias occidentaux. La Chine avait progressivement libéralisé sa monnaie sans provoquer de crise majeure. Le Brésil avait réussi à stabiliser son économie après des décennies d'hyperinflation en créant le réal en 1994.
L'Inde continuait de contrôler strictement les mouvements de capitaux tout en affichant des taux de croissance parmi les plus élevés du monde. Ces exemples démontraient qu'il n'existait pas de fatalité économique condamnant les pays du Sud à rester prisonniers des systèmes monétaires hérités de la colonisation et qu'une volonté politique forte pouvait créer les conditions d'une émancipation monétaire réussie. La mise en œuvre pratique de cette révolution monétaire nécessitait cependant bien plus que des déclarations d'intention ou des études de faisabilité théorique. Elle exigeait la construction patiente d'une infrastructure institutionnelle et technique capable de gérer de manière efficace et transparente la nouvelle monnaie. Les 3 pays de l'Alliance des États du Sahel lancèrent donc un vaste programme de formation accélérée de cadres monétaires et bancaires dans leurs universités nationales, faisant appel à des experts africains de la diaspora pour transmettre leur savoir-faire acquis dans les banques centrales et les institutions financières internationales. Des partenariats furent noués avec des pays ayant réussi leur transition monétaire comme le Botswana qui avait créé sa propre monnaie le Pula en 1976 en se libérant de la zone monétaire sud-africaine, ou Maurice qui gérait de manière autonome et efficace sa roupie depuis son indépendance. Ces coopérations sud-sud permettaient de bénéficier d'expériences concrètes de souveraineté monétaire en contexte africain plutôt que de dépendre des conseils intéressés des institutions financières occidentales qui avaient tout intérêt à maintenir le statu quo favorable à leurs intérêts. Sur le plan technologique, l'Alliance des États du Sahel fit le choix audacieux de s'appuyer sur les technologies numériques les plus modernes pour créer un système de paiement électronique performant qui compenserait les faiblesses de l'infrastructure bancaire traditionnelle dans la région. L'objectif était de permettre à chaque citoyen possédant un téléphone portable de disposer d'un portefeuille électronique en nouvelle monnaie sahélienne lui permettant d'effectuer des transactions commerciales, de recevoir son salaire ou les transferts de la diaspora, et de payer ses impôts sans avoir besoin de posséder un compte bancaire dans une agence physique. Cette stratégie de saut technologique s'inspirait du succès fulgurant du système M-Pesa au Kenya, qui avait révolutionné l'inclusion financière en permettant à des millions de Kenyans n'ayant jamais eu accès aux services bancaires traditionnels de participer pleinement à l'économie monétaire grâce à leur simple téléphone mobile. Des discussions furent engagées avec des entreprises chinoises spécialisées dans les technologies financières numériques pour développer une plateforme de paiement mobile adaptée aux spécificités sahéliennes et totalement indépendante des systèmes occidentaux comme Visa ou Mastercard qui dominaient les transactions électroniques internationales. La question de la convertibilité de la nouvelle monnaie sahélienne constituait un autre défi technique et politique majeur que les concepteurs du système devaient résoudre avec doigté. Une convertibilité totale et immédiate exposerait la jeune monnaie à des attaques spéculatives massives de la part d'acteurs financiers hostiles cherchant à provoquer son effondrement pour démontrer l'échec du projet et dissuader d'autres pays de suivre l'exemple du Sahel. Mais une inconvertibilité totale isolerait économiquement la région en rendant impossibles les échanges commerciaux avec le reste du monde et en privant les citoyens de la possibilité de voyager ou d'effectuer des transactions internationales. La solution envisagée consistait en une convertibilité progressive et contrôlée, avec d'abord une période transitoire de double circulation où le franc CFA et la nouvelle monnaie coexisteraient, puis une convertibilité limitée aux transactions commerciales légitimes et aux transferts de la diaspora, avant d'évoluer progressivement vers une convertibilité plus large au fur et à mesure que la confiance dans la nouvelle monnaie se consoliderait et que les réserves de change atteindraient un niveau suffisant pour résister aux pressions spéculatives. L'adhésion populaire au projet de nouvelle monnaie constituait un facteur crucial de succès que les dirigeants de l'Alliance des États du Sahel ne sous-estimaient pas, sachant que les plus belles constructions institutionnelles resteraient lettres mortes si les populations refusaient d'utiliser la nouvelle devise ou continuaient de préférer les devises étrangères pour leurs transactions importantes. Une vaste campagne de sensibilisation et d'éducation financière fut donc lancée dans les 3 pays, utilisant tous les canaux de communication disponibles depuis les radios communautaires jusqu'aux réseaux sociaux en passant par les prêches dans les mosquées et les églises. Des personnalités publiques respectées comme des artistes populaires. Voilà comment le Burkina Faso a osé l'inimaginable en arrachant le contrôle de sa destinée monétaire des mains de son ancien colonisateur. Cette révolution menée par Ibrahim Traoré n'est pas simplement une affaire burkinabé, c'est le signal d'un réveil continental qui pourrait redessiner toutes les cartes du pouvoir économique mondial. La question maintenant n'est plus de savoir si le franc CFA survivra, mais combien de temps il lui reste avant son effondrement définitif. Nous voulons connaître votre opinion sur cette bataille historique. Laissez vos commentaires ci-dessous pour nous dire si vous pensez que l'Alliance des États du Sahel réussira à créer une véritable alternative monétaire. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux sur les réalités cachées de la domination néocoloniale, n'hésitez pas à laisser un like et à partager massivement pour que cette vérité atteigne le maximum de personnes. Merci infiniment pour votre soutien et à très bientôt pour de nouvelles révélations.